Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous parler très brièvement de ceci, capitalisme et schizophrénie. Vous êtes plusieurs à avoir reconnu la suite. L'anti-Oedipe par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Et en fait, ce qui est absolument extraordinaire dans ce livre, dont on n'a pas fini d'épuiser le sens, qui est multiple, qui est protéiforme, ce sont les machines désirantes, la détérioralisation. Là, je dis correctement. C'est les flux, comment le capitalisme innerve les flux, comment il les capture, comment il les détourne, comment il s'alimente de l'énergie libidinale, qui enfin est libérée du triangle des Bermudas, papa, maman, moi, en un seul mot, le papa, maman, moi, qu'on entend un peu partout, sans arrêt en fait. Si on prête l'oreille, c'est ce qu'on entend partout. Les gens parlent le papa, maman, moi. Papa, maman, moi. Ben, alors, le papa, maman, moi, qui est la langue des aborigènes, la langue de ceux qui sont enfermés. Alors, l'incipit, en fait, j'aurais envie de dire, c'est un incipit démultiplié. Je vais vous le lire. C'est trop extraordinaire. Et Deleuze, avant sa rencontre avec le personnage énigmatique qui était Félix Guattari, était quand même un philosophe classique. Et on sait combien la philosophie, au fond, et la science humaine règne. On ne peut... Il n'y a pas de... Avec la philosophie, en fait, même si on n'est qu'un honorable commentateur, la tricherie est assez difficile. Alors, si vous devenez un spécialiste de Hume, de Kant, de Spinoza, de Nietzsche, de Bergson, comme l'a été Deleuze, eh bien, vous avez affaire à une confrérie de Houmiens. Dans le cas des Nietzschéens, c'est plus compliqué, vu la nature de sa pensée et de son travail philosophique. Dans le cas de Bergson aussi, c'est plus compliqué. Lui, un peu peut-être, sans doute aussi, ça l'est aussi dans le cas de Kant ou de Hume. Mais assurément, vous appartenez à un cénacle d'érudits qui parfois réussissent à faire des percées, à faire des avancées. Des érudits qui deviennent révolutionnaires. Mais la plupart du temps, nous avons affaire à des commentateurs qui peut-être peuvent réussir à établir des parallèles, d'audacieuses synthèses, des moments imprévus, des rapprochements imprévus, des intuitions soudaines. Mais ce livre, L'anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie, est tellement fou, au fond, j'aurais quasiment envie de dire que c'est un livre de folie à deux. Un philosophe classique qui ne l'est plus. Un psychiatre rompu à la psychanalyse traditionnelle, mais qui a décidé qu'il en avait marre. C'est aussi la rencontre de deux penseurs et de leur époque. Une époque en ébullition. Alors ils sont entrés en fusion avec cette époque-là foisonnante où pas mal de pans idéologiques s'effondraient. Mais l'inconscient du révolutionnaire est quand même saturé par le langage papa, maman, moi. Alors on revient quand même toujours au giron. Alors pour les uns, ça va être le parti, pour les autres, ça va être moins nombreux.
la cause nationale. Pour les uns, ça va être l'histoire. Alors, il y aura toujours une forme de récit qui ramènera dans le giron familial les penseurs audacieux ou les gens qui auront voulu s'affranchir un peu trop des normes et des conventions. Alors, c'est quand même un ouvrage pour y pénétrer. J'aurais envie de dire qu'il faut que vous vous forgiez vos propres clés. Comme si vous étiez enfermé dans une prison conceptuelle et que vous aviez l'intention de vous en échapper. Mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est une nécessité. Alors donc, pour pouvoir fabriquer les clés qui nous permettraient de pénétrer dans ce livre fou et touffu, eh bien, il faudrait beaucoup de hardiesse, beaucoup de créativité et d'accepter aussi l'idée que bien des choses peuvent vous échapper. Et ça, c'est difficile quand on aborde certains ouvrages philosophiques, c'est qu'évidemment, il faut une préparation. Il y a des concepts qu'il faut avoir assimilés. Il faut avoir des notions qu'il faut avoir assimilées. Certains mots, certains mots même peuvent poser problème. L'exercice de la philosophie peut être périlleux, peut être ardu et demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie également. Et dans ce cas-ci, j'aurais envie de dire un peu moins, mais ça demande une sorte de volonté folle ou un abandon de la volonté. Car hier et dans les jours précédents, où je vous ai parlé de Sylvain Lottringer, c'est qu'au fond, je sentais, et je sens bien aussi, comment les attaques sont quasi permanentes aujourd'hui contre la French Theory. Il y a quelqu'un, hier, qui a mentionné, qui a posté en note de bas d'écran une vidéo d'un prof qui dit qu'au fond, l'univers des woke releverait davantage d'une sorte de culpabilité chrétienne. On se donne bonne conscience sans se sentant coupable. Mais le sentiment de culpabilité ne nous libère pas de la responsabilité. Qui, elle, ce sentiment-là de la responsabilité, c'est un sentiment qui est tenace, qui est pugnace, dont on ne se débarrasse pas impunément. Et si on se débarrasse du sentiment de la responsabilité, eh bien, on peut devenir carrément un salopard. Oui, c'est bien possible que le wokisme trouve davantage sa source dans un christianisme zombie, dirait l'autre. Un christianisme rance, un christianisme qui n'a plus cette vitalité. C'est Nietzsche, je cite de mémoire, qui disait il croirait davantage les chrétiens s'ils avaient l'air plus sauvés, au lieu d'avoir ces mines tristes, renfrognées, et pas juste des tristes cires, mais de l'amertume, du ressentiment. Devant un univers qui, oui, ne s'effondre plus, qui est effondré. Alors, ça peut même être intéressant pour un chrétien de vivre dans un univers où ou en tout cas un bon nombre de signes de chrétienté se sont évaporés. Les institutions tiennent, en fait, l'institution principale tient, mais on voit le vent arracher de grands pans du toit, et on sent bien aussi que les fondations sont ébranlées. Mais on peut, je pense, dans cet ébranlement, on peut quand même, je ne dirais pas retrouver la foi ou la garder intacte, mais assurément, par grand vent, il fait bon aller. Et pour qui a vraiment la foi, eh bien, Dieu est quand même avec celui qui ne s'en fait pas.
alors qui accepte d'une certaine manière le sort que la vie va lui réserver, en gardant bien présent à l'esprit qu'au bout de la route, on y trouve l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est aussi, qu'est-ce que c'est que ce livre étonnant? C'est une machine mobile, avec des fuites partout, une machine désirante, une machine en mouvement. C'est quelque chose qui avance, qui ondule, qui ondoie, qui caracole, qui se retourne sur elle-même, qui fait des rebonds, qui fait des retours, qui revient en arrière, qui se plonge en avant. C'est un objet vivant, c'est un objet vibrant. Et le théâtre mental, le petit ronron, le blabla, papa, maman, moi, le papa, maman, moi, eh bien, tout à coup, est remplacé par une usine qui fabrique du sens. Tout à coup, ça pulse de partout, ça jaillit partout, c'est incontrôlable. Ce n'est plus, il n'y a plus question d'être castré ici, symboliquement. C'est, j'ai envie de dire, c'est presque turgescent l'affaire. C'est saillant aussi. Ça s'ouvre, ça se referme, ça va dans toutes les directions. Et c'est extraordinairement dynamique. Parce que normalement aussi, si on regarde un peu le parcours ou le projet des deux philosophes, Deleuze et Guattari, c'est qu'au fond, j'allais dire, c'est quasiment d'une certaine manière des philosophes sartriens. D'ailleurs, Guattari avait un grand amour pour Sartre. C'est-à-dire, la situation, elle est critique, elle est peut-être même désespérée, mais on ne sait de rien. On avance, on crée, on ouvre des possibilités. C'est à l'opposé, par exemple, de cet autre philosophe, Cioran, ou Baudrillard. Baudrillard qui est trash, Baudrillard qui est désespéré, mais il est tellement désespéré que c'en est d'une extrême drôlerie, Baudrillard. Mais c'est aussi un bon lecteur de nos temps. Alors, mais Deleuze, Guattari, Guattareuse, comme dit le BDiste Gérard Lausier, eux, ils sont en avant. Et donc, ce qu'il faut retenir, en tout cas, je vais simplement vous lire, pas que l'incipit, mais je vais vous lire la première page, disons. Alors, ce qu'il faut retenir, en tout cas pour ce soir, hein, on pourrait en dire bien d'autres choses, c'est qu'au fond, le désir, on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Là, je vous cite dans le texte. Mais comment ça marche? Pas qu'est-ce que ça signifie. Comment ça fonctionne. Et la réflexion sur comment fonctionne le désir, au fond, c'est peut-être la réflexion la plus intéressante qui soit. Qu'est-ce que ça recoupe? Qu'est-ce que ça recouvre? Où ça nous amène? Où ça nous amène? Ouais, ça peut être intéressant aussi. En 1972, est-ce que c'est la première édition? C'est peut-être, oui, c'est sans doute la première édition. Alors, mais c'est un livre que j'ai vendu aujourd'hui. Alors, et comme ma bibliothèque, pour répondre à la question de Jacques, une question qui a l'air un peu triviale comme ça, mais qui m'a quand même plongé dans une source d'angoisse. Est-ce que les livres dans ma bibliothèque sont mis sur les étagères en avant ou ils sont enfoncés? Eh bien, mon cher Jacques, dans mon cas, ils sont enfoncés et ce sont des doubles rangées. Alors, derrière les livres, il y a d'autres livres. Ça, c'est pour la partie visible de ma bibliothèque. Donc, déjà en partant, la moitié de ma bibliothèque n'est pas visible quant aux livres mis sur les rayons. Mais c'est un désordre absolu. Mais absolu. Il n'y a pas si longtemps, en fait, je renonce même à chercher les livres comme l'Anti-Oedipe, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai
qui va appartenir sans doute dans les derniers... Un jour, on imagine la dernière bibliothèque. Je n'imagine pas avoir une bibliothèque qui dépasse les quelques centaines de livres. 300, 400, 500 tout au plus. Celui-ci, il resterait, assurément. Mais la mienne, elle est tellement... C'est un chaos, voilà. C'est le chaos de papier que rendu là, c'est comme si j'avais plus de livres, au fond. J'ai tellement de livres, ils sont dans un tel désordre, et ils sont dans des désordres délocalisés. Détériorants. Je ne serais pas capable de le dire. C'est un mot difficile. Hein? Le concept est beau, mais le mot est difficile à prononcer. Alors, ce sont des zones de chaos, en fait. On va dire presque des zones de non-pensée. En fait, c'est une bibliothèque, c'est une immense machine désirante dont j'ai absolument perdu toute forme de contrôle. C'est elle qui me domine. Chapitre 1. Les machines désirantes. Ça fonctionne partout. Tantôt sans arrêt. Tantôt discontinu. Ça respire. Ça chauffe. Ça mange. Ça chie. Ça baise. Quelle erreur d'avoir dit le ça. Partout, ce sont des machines. Pas du tout métaphoriquement. Des machines de machines, avec leur couplage, leur connexion. Une machine organe est branchée sur une machine source. L'une émet un flux que l'autre coupe. Le sein est une machine qui produit du lait. Et la bouche, une machine couplée sur celle-là. La bouche de l'anorexique hésite entre une machine à manger, une machine anale, une machine à parler, une machine à respirer, crise d'asthme. C'est ainsi qu'on est tous bricoleurs, chacun ses petites machines. Une machine organe pour une machine énergie. Toujours des flux et des coupures. Le président Schreiber a les rayons du ciel dans le cul. Anus solaire. Et soyez sûr que ça marche. Le président Schreiber sent quelque chose, produit quelque chose. Il peut en faire la théorie. Quelque chose se produit. Des effets de machine et non des métaphores. La promenade du schizophrène, c'est un meilleur modèle que le névrosé couché sur le divan. Un peu de grand air. Une relation avec le dehors. Par exemple, la promenade de Lenz, reconstituée par Buchner. C'est différent des moments où Lenz se retrouve chez son bon pasteur, qui le force à se repérer socialement par rapport au Dieu de la religion, par rapport au Père, à la Mère. Là, au contraire, il est dans les montagnes, sous la neige, avec d'autres dieux, ou sans Dieu du tout, sans famille, sans père, ni mère, avec la nature. Que veut mon Père? Peut-il me donner mieux? Impossible. Laissez-moi en paix. Tout à fait machine. Machine céleste. Les étoiles ou l'arc-en-ciel. Machine alpestre qui se couple
avec celle de son corps. Bruit ininterrompu des machines. Il pensait que ce devait être un sentiment d'une infinie béatitude que d'être touché par la vie profonde de toute forme, d'avoir une âme pour les pierres, les métaux, l'eau et les plantes, d'accueillir en soi tous les objets de la nature rêveusement, comme les fleurs absorbent l'air avec la croissance et la décroissance de la lune. Être une machine chlorophyllique ou de photosynthèse, au moins glisser son corps comme une pièce dans de pareilles machines. Lenz s'est mis avant la distinction homme-nature, avant tous les repérages que cette distinction conditionne. Il ne vit pas la nature comme nature, mais comme processus de production. Il n'y a plus ni homme ni nature, mais uniquement processus qui produit l'un dans l'autre et couple les machines. Partout des machines productrices ou désirantes, les machines schizophrènes, toute la vie générique, moi et non moi, extérieur et intérieur, ne veulent plus rien dire. Suite de la promenade du schizo, quand les personnages de Beckett se décident à sortir. Il faut voir d'abord comment leur démarche variée est elle-même une machine minutieuse. Et puis la bicyclette. Dans quel rapport la machine bicyclette-corne est-elle avec la machine mère-anus? Parler de bicyclette et de corne. Quel repos! Malheureusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de celle qui me donna le jour par le trou de son cul, si j'ai bonne mémoire. On croit souvent que Oedipe, c'est facile, c'est donné, mais il n'en est pas ainsi. Oedipe suppose une fantastique répression des machines désirantes. Et pourquoi? En quel but? Est-il vraiment nécessaire ou souhaitable de s'y plier? Et avec quoi? Que mettre dans le triangle oedipien? Avec quoi le former? La corne à bicyclette et le cul de ma mère, est-ce que ça fait l'affaire? N'y a-t-il pas des questions plus importantes? Un effet étant donné, quelle machine peut bien le produire? Et une machine étant donnée, à quoi peut-elle servir? Par exemple, devinez d'après la description géométrique d'un porte-couteau quel en est l'usage. Ou bien, devant une machine complète, formée de 6 pierres dans la poche droite de mon manteau, poche qui débite, 5 dans la poche droite de mon pantalon, 5 dans la poche gauche de mon pantalon, poche de transmission. La dernière poche du manteau recevant les pierres utilisées à mesure que les autres avancent. Quel est l'effet de ce circuit de distribution où la bouche s'insère elle-même comme machine à sucer les pierres? Quelle est ici la production de volonté? À la fin de Malone meurt, Madame Pédale amène les schizophrènes en promenade, en char, à banc, en bateau, en pique-nique dans la nature. Une machine infernale se prépare. Le corps sous la peau est une usine surchauffée. Et dehors, le malade brille, il luit de toutes ses pores éclatées. C'est Artaud, Van Gogh
le suicidé de la société. Nous ne prétendons pas fixer un pôle naturaliste de la schizophrénie. Ce que le schizophrène vit spécifiquement, génériquement, ce n'est pas du tout un pôle spécifique de la nature, mais la nature comme processus de production. Que veut dire ici processus? Il est probable qu'à un certain niveau, la nature se distingue de l'industrie. Pour une part, l'industrie s'oppose à la nature. Pour une autre part, elle épuise des matériaux. Pour une autre part, elle lui restitue ses déchets, etc. Ce rapport distinctif homme-nature, industrie-nature, société-nature, conditionne même dans la société la distinction de sphères relativement autonomes qu'on appellera production, distribution, consommation. Mais ce niveau de distinction, en général considéré dans sa structure formelle développée, présuppose, comme l'a montré Marx, non seulement le capital et la division du travail, mais la fausse conscience que l'être capitaliste prend nécessairement de soi et des éléments figés d'un procès d'ensemble. Car en vérité, l'éclatante et noire vérité qui gît dans le délire, il n'y a pas de sphère ou de circuit relativement indépendant. La production est immédiatement consommation et enregistrement. L'enregistrement et la consommation déterminent la production, mais la déterminent au sein de la production même. Si bien que tout est production, production, d'action et de passion, production d'enregistrement, de distribution et de repérage, production de consommation, de volupté, d'angoisse et de douleur. Tout est si bien production que les enregistrements sont immédiatement consommés, consumés, et les consommations directement reproduites. Tel est le premier sens de production, porter l'enregistrement et la consommation dans la production même, en faire les productions d'un même procès. Et là, je m'arrête ici, et ça continue. Et ça continue comme ça, comme un feu roulant, comme un feu comme une forêt en feu, avec les canadaires qui vient répandre une sorte de poudre rose sur la cime des arbres qui est enflammée. Et ça n'arrête pas. Et Beckett est convoqué. Les littéraires sont convoqués. Les poètes sont convoqués. Les fous sont convoqués. Les marginaux. Et même les libraires, ils sont convoqués. Et ça continue. Et ça continue. Freud est convoqué. Marx est convoqué. Et l'ouvrage qui fait... les passages sur la famille, c'est vraiment... Ah oui, comment résister? Allez, un dernier petit passage de Kaddish d'Allen Ginsberg. Ô mère, adieu, avec un long soulier noir, adieu, avec le parti communiste et un bas filet, avec ton gros ventre affaissé, avec ta crainte d'Hitler, avec ta bouche de mauvaise blague.
avec ton ventre de grève et de cheminée d'usine, avec ton menton de Trotsky et de guerre d'Espagne, avec ta voix chantant pour les ouvriers épuisés en putréfaction, avec tes yeux de Russie, avec tes yeux de manque d'argent, avec tes yeux d'Inde famélique, avec tes yeux de Tchécoslovaquie attaqués par les robots, avec tes yeux amenés par les flics dans une ambulance, avec tes yeux ligotés sur une table d'opération, avec tes yeux de pancréas amputés, avec tes yeux d'avortement, avec tes yeux d'électrochoc, avec tes yeux de lobotomie, avec tes yeux de divorcé. Capitalisme et schizophrénie, l'anti-Oedipe. Alors demain et après-demain, oui, je vais vous parler de Jean le Duc, ce grand délinquant, ce grand pervers, en fait, Jean le Duc, qui a fondé une maison d'édition, un journal, QQ, on entend QQ pour Culture québécoise. Et ce personnage trouble, grand spécialiste du divin marquis, a épinglé dans son journal, au beau, a épinglé les auteurs en voie de devenir des institutions. Et sans doute son projet, c'était de les tuer dans l'œuf de l'institution. Et les attaques personnelles qui visaient ces auteurs pré-institutionnalisés, en fait, qui avaient déjà préformaté pour l'institution, eh bien, ces attaques sont restées lettres mortes. Aujourd'hui, Jean le Duc, il n'y a plus personne qui parle de Jean le Duc, mais moi, je vais vous en parler un peu. Et, mais ces attaques préventives, hein, on peut faire des attaques préventives, Saint-Augustin nous l'a bien expliqué, eh bien, il avait raison. Parce que les gens, les têtes de Turcs, eh bien, sont devenus des institutions. Il avait vu ça venir, le Gus. Et demain ou après-demain, enfin, je vais intercaler un poème ou deux de Charles Juliet, qui, lui, est hors institution, complètement. Et Charles Juliet, j'aurais pu rencontrer. J'ai raconté ça ici. Je vais raconter aussi une dernière chose pour François S., qui m'a rappelé que oui, j'avais commis une vidéo sur Péraldi, la passion du malheur. J'en ai commis une autre qu'on m'a obligé à retirer aussi. Et Sylvain Lottringer a fréquenté Péraldi et même il a concocté un numéro de sémiotexte, mais qui devait paraître. Sémiotexte paraissait une fois là. Et Péraldi a mis 2 ans à faire un numéro sur le polyamour. Ben oui. Et ça, c'est début des années 80. C'est pas ça le titre exact, mais c'est à la fois le polyamour, les polysexualités, les sexualités marginales, pour ne pas en dire plus. Et il raconte, Lottringer, que vivant à New York, Péraldi venait régulièrement à New York et qu'il squattait en quelque sorte son appartement. Appartement de fonction que lui devait payer quand même, que lui offrait l'Université Columbia, mais que ça finit par être très difficile car il payait son loyer avec passablement de retard et peut-être même pas du tout en fait. Et pour la toute petite histoire, j'ai eu affaire avec un personnage qui était dans la droite ligne
le Péraldi. Un péraldien, voilà. Un péraldien, était-il un péraldien en bonne et due forme ou était-il un péraldien par effraction? Pour moi, ce n'est pas clair. Mais il avait également squatté mon appartement. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver mon appartement. Alors, quand j'ai lu que Lottringer avait eu maille à partir avec Péraldi et que moi-même ayant rencontré un néo-péraldien, en tout cas, pour le dire comme ça, qui m'a fait le même coup que Péraldi a fait à Lottringer. Comme quoi, des fois, peut-être les inconscients communiquent, hein, n'est-ce pas? Les inconscients machiniques communiquent. Les flux se catapultent. Les flux entrent en contact, en confrontation. À demain.